J'ai toujours aimé les automobiles. Toujours. Ce sont pour moi des objets d'art et des instruments de liberté. Mais la liberté ne s'exerce pleinement que si l'on sait où on veut aller. Si l'on a un cap, des objectifs. On est tous les leaders de notre vie. Je vous emmène en balade avec un leader inspirant. Je vous propose Leaders Driver, entretien avec un leader inspirant dans une voiture de collection. Dans cet épisode, je reçois Franck Denoyel. Ingénieur de formation, il est vice-président d'Oracle, une société informatique américaine avec une responsabilité EMEA. Nous nous sommes rencontrés dans le cadre du Rallye du Cœur dont Leaders Driver est partenaire. Il s'agit d'un événement caritatif dont l'objectif est de collecter des fonds pour lutter contre le cancer des enfants. Franck et 3 de ses amis, Henri, Paul et Florian, ont décidé de créer l'édition lyonnaise du Rallye du Cœur qu'ils animent pour la 2e année. Dans notre échange, il sera largement question du leadership dans le cadre associatif. Pour Franck, j'ai choisi une voiture iconique, la voiture aux 500 films, produite à quelques 10 millions d'exemplaires, mais dans une livrée rarissime, puisqu'à peine 1 millier d'exemplaires sont sortis dans cette magnifique configuration. Il s'agit d'une Mustang originelle, modèle de 1967, équipée du fameux V8 4,7 litres qui développe 200 chevaux. La couleur Clearwater Aqua, intérieur, extérieur est exceptionnelle. Ce cabriolet vous plonge dans les 60s, même à l'arrêt. Moteur. Génial l'ambiance, le truc, t'as l'impression d'être d'être aux US là et on va partir pour faire une petite fête. Tiens, on a un rappel de clignotant sur le capot, regarde devant. Ah, génial. Ah bah ça c'est unique ça. Ça c'est fantastique. Non, elle fait un joli bruit en fait. Elle fait un bruit magnifique, ouais. Effectivement, comme tu dis, elle a pas le bruit massif d'une grosse Mustang. Là. Donc Quand tu voyages, toi, ça te permet aussi de réfléchir, ça t'inspire, tu pioches des idées aussi. On est sur le thème du leadership, tu vois, est-ce que tu regardes la manière dont les Américains, par exemple, fonctionnent et du coup tu ramènes des éléments comme ça, tu regardes la manière dont les Australiens fonctionnent et tu ramènes des éléments. Ouais, moi c'est ce qui me plaît dans mon boulot actuel chez Oracle, c'est que je vois beaucoup de choses différentes. C'est sûr que tous les voyages que j'ai faits, ça m'a apporté beaucoup. La première richesse dans ces voyages d'ailleurs, c'est pas tellement comment ils font comment ils travaillent ou comment ils exercent leur leadership, c'est la différence des cultures et qui par elle-même apporte une différence naturelle, on va dire. Les Japonais, ils sont très respectueux de la hiérarchie, par exemple. Donc il n'y a pas un Japonais qui va parler avant son patron, par exemple dans une réunion. C'est incroyable, parce que tu ne te retrouves absolument pas en Italie ou en Espagne ou en France. Donc, après, c'est des styles du coup naturellement différents, c'est sûr, mais c'est hyper enrichissant. Ça veut dire que tu es en situation de t'adapter tout le temps. Oui, alors il faut tout le temps s'adapter. Moi, j'ai le souvenir de réunions incroyablement surprenantes. Ouais. C'est-à-dire, toujours, je reprends souvent cet exemple du Japon. Puis je commence mon speech et je leur demande d'interagir dans le truc. Ouais. Mais il n'y en avait pas un qui parlait. Parce que ils voulaient tous poser une question, mais leur patron n'avait pas encore posé une question, n'avait pas encore parlé en premier. Donc du coup, ils le regardaient dans l'assemblée pour voir, pour qu'il parle en premier. Qu'il déclenche. Et ça m'a pris un petit temps pour comprendre qu'il fallait l'interroger lui en premier. Et après, du coup, ça a permis de délier les langues après. C'était rigolo. Donc il y a toujours quelque chose à apprendre d'eux, c'est certain. Quand tu es dans le contexte plus associatif de bénévoles, par exemple, comment s'exprime le leadership, par exemple, si je prends spécifiquement le sujet de l'autorité, comment tu fais passer les messages quand tu es avec des bénévoles? Alors ça, c'est vraiment le truc le plus compliqué parce que moi j'ai l'habitude chez Oracle, je suis patron des opérations, donc j'ai une équipe où il y a 70 personnes qui sont dans une vingtaine de pays différents. Ouais. Et c'est plutôt un management classique. Voilà, il
il y a un management classique, alors que là, dans le monde du bénévolat que j'ai découvert, moi, avec le Rallye du Cœur il y a 2 ans, Oui. c'est faire du leadership par l'influence. Donc on ne peut pas se permettre de faire ce qu'on fait dans le monde de l'entreprise, quoi. Dans le monde de l'entreprise, il faut être très efficace, très cartésien, très direct aussi, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Le temps, c'est d'argent, et du coup, on n'a pas beaucoup de temps pour prendre un peu les formes, on va dire, surtout parfois, malheureusement. Alors que là, dans le monde associatif, il faut prendre des formes, il faut gérer avec de l'influence, savoir si ça dérange pas, si ça va avec les ambitions de chacun. Donc, du coup, il faut y aller un peu par 4 chemins, justement, et puis prendre des... Voilà, s'adapter, tout simplement, s'adapter aux personnes qui donnent de leur temps, puisque tout est du bénévolat. Du coup, on ne peut pas vraiment imposer à quelqu'un qui est complètement bénévole des choses trop directement. Voilà. Oui. Donc il faut qu'il y ait une symbiose dans une équipe de bénévoles, et c'est là où c'est parfois un peu difficile. Alors, et puis d'autres moments ça marche très bien. Là, cette année ça a très bien marché. L'année dernière c'était un peu plus compliqué parce qu'on se cherchait aussi un petit peu tous. Oui. Chacun prenait ses marques. Voilà, pour prendre ses marques. Donc voilà, moi on a une équipe là un noyau dur sur le Rallye du Cœur. On a 4 personnes, mais en tout on a une dizaine de personnes qui aident à gérer l'événement, plus 60 bénévoles le jour J par exemple. Donc moi mon rôle là-dedans c'est de m'assurer que chacun sache ce qu'il a à faire. Déjà ça c'est déjà une grosse partie de gestion. À partir du moment où chacun sait ce qu'il a à faire et ce qu'on appelle l'empowerment, c'est-à-dire qu'il a la possibilité de dire, il prend en charge les choses, ouais. Du coup après ça déroule. Donc, voilà, moi mon rôle de coordinateur de l'événement, enfin du Rallye du Cœur, c'est vraiment de m'assurer que d'abord tout soit pensé, et après que chaque responsable de pôle soit clair avec ce qu'il doit faire et qu'il ait les moyens de le faire. Comment tu gères tu sais, d'un côté le bénévolat, donc des gens qui donnent de leur temps, qui volontairement disent moi j'ai envie de participer à, et en même temps, disons, le positionnement des gens en fonction de leurs compétences aussi quand même que tu dois regarder, j'imagine, pour le job qu'ils souhaitent faire. Est-ce que dans l'entreprise, tu as un CV, tu as des postes, tu as des niveaux. Là, est-ce que chacun peut prétendre à tout? Comment tu fais pour gérer, si tu veux, les... Oui, alors ça, c'est... Tu vois? Ça, c'est ce que j'appelle, moi, la lisibilité, enfin, un peu la lecture de la personnalité de chacun. Donc, il faut bien connaître les gens pour savoir quels sont leurs domaines de compétences, parce que certaines personnes viennent en disant « je suis très bon en communication, je suis très bon en gestion d'événements, etc. » Mais en fait, non. Ils ont d'autres cordes à leur arc. Donc, d'abord, il faut apprendre à les connaître. Et puis après, les mettre dans leur zone de confort, dans le sens... là, il faut qu'on soit efficace, donc il faut que la personne se sente bien dans ce qu'il doit faire. Ouais. Donc là, par exemple, typiquement, on a deux nouvelles personnes qui sont venues cette année, Sébastien et Julien, qui sont 2 papas d'enfants malades. Ouais. Et ben, ils ont chacun leurs compétences. Donc Julien, il a plus rapidement, il s'est mis sur un créneau d'organisation de logistique pour gérer tout ce qui est demande de table, de chaises, etc. Il a fait ça très bien avec un tableur Excel, c'était absolument top. Il a fait le tour de toutes les demandes, il a géré ça avec les APRO, qui était la commune de Saint-Georges-de-Rénins, qui avait le matériel, et après il a dispatché le jour J, donc c'était absolument parfait. Et c'était très confortable pour nous parce que du coup c'était un pôle d'organisation logistique qu'il fallait donner à quelqu'un, et il a excellé là-dedans. Tu as pu t'appuyer sur lui sans problème. Voilà, Sébastien, il a fait d'autres choses, il a levé des partenaires, il a géré aussi la relation avec les équipes de l'IHOP, puisque lui il est souvent à l'IHOP, qui est le centre médical dans lequel son petit Jules est traité. Donc c'était simple aussi pour lui de le faire. Donc voilà, chacun, ce qui est important dans le leadership, c'est de savoir analyser assez rapidement les compétences de chacun, enfin de les découvrir aussi avec eux. Et puis les caler là où ils se sentent utiles, on va dire, dans le sens utile pour la cause, quoi. Comment tu gères les conflits? Alors les conflits, c'est toujours un peu compliqué, et on a eu beaucoup de conflits l'année dernière, parce que
encore une fois, on se cherchait. Nous, on est tous bénévoles, on a tous Oui. nos boulots à côté qui sont très prenants. Et les conflits, on les gère comme on peut, on va dire. Et parfois, ça part au clash. Donc, moi, je pars du principe qu'un conflit, il est toujours positif dans le sens, il faut toujours en tirer quelque chose. C'est-à-dire que tu ne peux pas traiter un conflit comme un échec. Un conflit, c'est quelque chose qui apporte une pierre à l'édifice pour qu'après, on soit encore plus fort en équipe. Et donc, je me rappelle très bien, par exemple, l'année dernière, au mois de février, pour la première édition, moi j'avais eu des trucs au boulot qui s'étaient mal passés, et puis dans l'organisation du Rallye du Cœur, il y avait eu des non-dits ou des incompréhensions. Ouais. Et puis, comme souvent, tous ces messages, ces petits scuds arrivent par texto, c'est mal interprété, Ouais. et du coup ça part assez rapidement en cacahuète. Donc j'ai dit, moi je leur ai dit c'est comme ça, je me retire de l'organisation. Ouais, je voilà. laisse faire, Et puis, ouais. ça c'était moi un jour, mais voilà, Henri avait fait la même chose 2 semaines avant. Voilà. Ouais. Mais du coup ça pète à un moment donné. Et après on s'appelle, on s'explique et puis on avance. Voilà, Ouais. c'est ce que je dis, c'est que le conflit doit amener une issue positive à la fin. C'est-à-dire qu'il y a toujours dans le conflit une partie très difficile à passer parce que ça touche le plus profond de soi. Quelque part, on se sent vexé, on se sent Ouais. atteint, on se sent attaqué. Mais au final, l'autre il y a toujours une raison ou une explication à ce conflit-là et qui fait que quand c'est découvert et quand c'est accepté des deux côtés, eh ben, on en ressort plus grand et du coup, on fait des choses encore plus grandes Ouais. après. Voilà, Et ça c'est-à-dire rapproche que, les en gens fait, aussi. Le conflit, il est Ouais. nécessaire. Ouais. Il est nécessaire pour souder les gens. Mais il faut être très fort mentalement. Je ne veux pas dire que je suis très fort mentalement, mais il faut pouvoir avoir l'outrepasser, cette quoi. capacité de outrepasser Ouais. les conflits. Alors ça, c'est... Alors, il y a C'est pas ce qu'on tout souhaite le monde, faire, voilà, on n'y arrive pas tout le toujours, monde peut le faire. Et d'ailleurs, moi, il y a des conflits, je n'ai pas pu le faire, mais enfin, pas sur le Rallye du Cœur. Mais voilà, quand on se dit, surtout, c'est très important, c'est que il faut penser au but final. C'est-à-dire que, oui, c'est difficile un jour, ou la semaine, mais on se dit que quand même on fait ça pour aider la recherche pour une maladie qui est injuste pour les enfants. Enfin, je veux Ouais. dire, quand on se dit ça, eh ben on relativise un peu le conflit du moment et on se dit il faut que je trouve une solution et ça passe, quoi. Voilà. Et c'est d'autant plus satisfaisant que quand on le fait et qu'on arrive à des montants comme voilà, on a levé 400 000 € le week-end dernier. Fantastique, ouais. C'est fantastique. Donc toute la galère qu'on a eue avant, Ouais. on se dit ça a bien quelque chose. Quelle est la place de l'émotion là-dedans? L'émotion, elle est. Alors j'appelle ça roller coaster. en Amérique. Oui, je vois bien, oui. C'est toujours très Ouais. compliqué les émotions sur ce genre d'événement-là, en préparation, puis le jour J aussi, parce que on est tellement attaché à la cause. Alors moi j'ai pas d'enfants malades et atteints de cancer, mais on a des amis dont c'est le cas. Donc on sait la difficulté que ça peut apporter dans une famille. Donc on s'est mis, nous, corps et âme, avec Henri Chevalier-Champy, Florian Sermet et Paul Perdrieux, dans le projet, sans limite, c'est-à-dire sans limite d'effort. Donc ça nous prend beaucoup de temps à préparer, mais aussi sans limite d'émotion, c'est-à-dire qu'on ne se cache pas nos émotions, quoi. Ouais. Et quand tu vas voir dans un hôpital, on avait fait avec Perrine Marek-Bérard, qui est la chef du centre Léon Bérard, on a fait une visite. Pour la première fois de ma vie, j'ai visité le centre avec les 70 enfants en traitement là-bas. Je peux te garantir que les émotions, elles ressortent assez vite. Hein. Parce que quand tu vois des enfants qui sont en plein traitement, qui sont isolés complètement dans une bulle, qui n'ont pas de cheveux, évidemment, parce que ça fait tomber les cheveux, ça leur casse toute leur défense immunitaire, et ben tu reviens à l'essence même de la vie, quoi. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que ces enfants-là sont atteints de cette maladie, Pourquoi ceux-là spécifiquement? Pourquoi, voilà, complètement, tu retrouves le sentiment d'injustice aussi, parce qu'ils t'ont rien demandé, ces petits gamins. Et du coup, tu as beaucoup d'émotions qui reviennent, parce que tu te rappelles de choses personnelles, qui sont aussi injustes dans ta famille, dans tes amis. Et du coup, cette émotion-là, tu
tu la laisses transparaître. Voilà. Et le jour J, par exemple, dimanche, c'était très très compliqué de gérer cette émotion parce qu'on prépare pendant 6 mois l'événement. Oui, il fallait, et puis tu devais travailler toi le jour J, en plus t'es pas... Oui, non mais c'est 6 mois de préparation, le jour J il pleut, donc changement de programme. Donc on doit décider de faire rouler les voitures ou pas, c'est-à-dire faire ressortir les voitures du château, les faire re-rentrer après et les faire ressortir. Donc 3 passages, alors que les chemins ne pouvaient plus accepter qu'un seul passage. Donc du coup, ça m'a pris quand même 1 heure pour accepter de dire on ne fait pas monter les enfants dans les voitures, chose qu'ils attendaient eux depuis 6 mois. Bien aussi. sûr. Voilà. Ils préparent ça, ils n'ont qu'une envie, c'est d'être le jour J pour monter dans la belle voiture et faire 40 bornes dans la voiture. Donc ça, cette partie-là, moi je l'ai assez mal vécu. Alors après, ça s'est bien passé, les gens étaient très contents, on a fait autre chose. Mais le jour J, quand tu as bossé pendant 6 mois comme un fou et que tu te dis il faut que j'annule la boucle, ils vont être déçus. Et après que tu les regardes dans les yeux, bah moi j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et comment tu gères cette résilience alors? Parce qu'après tu te remets et après, tu peux pas en plus. On compte toujours sur toi pour le reste de la journée. Montrer, voilà, donc on a fait ça ensemble, en équipe, et on a pris la décision ensemble. Et après, il faut se relever. Donc tout de suite, tu te redis, tu te dis qu'est-ce qu'on va leur dire sur l'estrade. Comment tu fais pour te relever à ce moment-là? Là, tu récupères de l'énergie et puis tu y retournes, quoi. Tu retournes au combat, quoi. Au combat dans le sens... La cause prévaut, la noblesse de la cause prévaut, et du coup... la cause prévaut, c'est-à-dire le but final qui est de les rendre heureux, même si c'est pas en les faisant monter dans une voiture, sublime le reste, et du coup tu trouves d'autres solutions. C'est-à-dire que là on a par exemple, tout de suite on a switché sur une autre idée en disant on va leur faire un concours de klaxon, c'est-à-dire que chaque enfant monte dans la voiture et à 15h donne un gros coup de klaxon. Donc ça a été incroyable. Et puis on leur a dit vous pouvez allumer le moteur et mettre pied au plancher. Alors là ils étaient aux anges. Donc toi tu rebondis sur autre chose qui fait que ça leur donne un plaisir dingue. Et du coup tu récupères une émotion que tu peux gérer, quoi. Voilà. C'était roller coaster. Alors préparez-vous, parce qu'à 3, vous allez montrer aux enfants à quel point vous pensez à eux. Donc je vous demande le plus grand des silences. Est-ce que vous êtes prêts? Alors à 3, pour les enfants malades, pour le rallye du cœur, pour les petits guerriers. 1, 2, 3. Mais est-ce que tu te sens leader, toi, finalement? C'est quoi le leadership, en fait? Être un leader, c'est un concept. Je pense j'en suis arrivé à me dire il faut montrer l'exemple, en fait. Je pense que... C'est à gauche, hein? C'est à gauche, Il faut montrer l'exemple, et c'est ça, peut-être, le leadership. Donc là, en ce moment, c'est assez marrant parce que l'expérience que j'ai eue sur le rallye du cœur, ça m'a beaucoup aidé aussi chez Oracle. Et notamment, Oracle m'a demandé de faire une intervention dans un prochain meeting Oracle avec des employés pour démontrer un peu qu'est-ce qu'on peut faire pour développer son leadership en dehors d'Oracle. C'est-à-dire qu'on a tous des boulots. Moi, je suis vice-président d'Oracle, donc on est toujours sur scène, on est toujours à pitcher des concepts sur Oracle, mais c'est sur notre domaine de compétences. Et a priori, si on est là, c'est qu'on le connaît, on le connaît. Mais comment est-ce qu'on peut s'inspirer d'autres choses pour être un peu plus fédérateur et puis un peu plus parler plus
dans le cœur des gens. C'est-à-dire que notre boulot, par exemple, c'est de l'IT, ça ne parle pas beaucoup dans le cœur des gens. Donc, le fait d'avoir initié un truc comme le Rallye du Cœur à côté, qui me prend beaucoup de temps, c'est sûr, eh bien, ça a apporté cette touche un peu humaine qui n'existe peu finalement dans une grosse entreprise américaine. Et le fait de pitcher ça dans nos conférences Oracle sur la dimension humaine de la relation avec l'autre, ça donne aux employés Oracle une vision de ce que je suis un peu différente. C'est-à-dire qu'ils avaient l'habitude de me voir sur des sujets très IT. Là, ils voient, quand je parle du Rallye du Cœur, qu'il y a un autre engagement et que par le boulot que l'on fait avec l'équipe là, sur le Rallye du Cœur, on arrive à déplacer des montagnes pour un but qui n'est pas un but mercantile dans le sens de profit. Ouais, il y a un sens. C'est bénévole. Là, voilà, nous, on est tous bénévoles, on gagne 0, on y passe beaucoup de temps. Et voilà, le but est noble et aide l'autre, enfin, être l'être humain, on va dire. C'est un peu ça fait grand mot, mais c'est un peu un grand mot. Il y a une autre cause. Il y a une autre cause. C'est-à-dire effectivement, chez Oracle, on cherche évidemment la satisfaction du client et le fait d'être profitable, quoi, bien sûr. société. Et au Rallye du Cœur, on cherche que lever des fonds pour aider les enfants à moins souffrir des traitements du cancer. Donc ça m'a beaucoup aidé dans le sens où ça a apporté une autre image de ce que je suis à l'intérieur de la société. Oui, c'est une forme d'enrichissement. Mais c'est conjoncturel ou c'est spécifique à ton cas seulement, ou tu penses que c'est une évolution sociétale, la demande de davantage de sens et finalement, pour reprendre tes termes, d'humanité? Oui, je pense que maintenant, ça a échappé à personne. On est dans une société de consommation poussée à l'extrême. Donc, c'est tout de la société où on regarde que son nombril. Tu regardes les jeunes d'aujourd'hui, ils regardent leur nombril. Leur nombril, c'est quoi? C'est leur téléphone. Et voilà, ils ont que cette sphère-là. Et moi, ce que je vois d'ailleurs de plus en plus, c'est des gens qui essayent de trouver un sens à leur vie, à leur temps aussi. C'est-à-dire ne plus passer trop de temps sur les écrans, mais se tourner vers les autres pour donner du sens à ce temps-là. Et je le vois de plus en plus. Et parfois même, c'est un cri de détresse, on va dire. C'est-à-dire que il y a des personnes qui ont besoin de ça de façon urgente. Oui, tu vois ce que je veux dire? Il faut c'est un oxygène. C'est un oxygène. Oui. Et moi, ça a été une énorme bouffée d'oxygène pour moi. C'était pas que c'était urgent, mais c'était vraiment précieux, quoi. Précieux. Et ça permet de penser à autre chose que son boulot, que son quotidien, et se mettre au service des autres. Alors ça, c'est très enrichissant. Et c'est très oxygénant, on va dire. Voilà, c'est ça. Ça te met de l'oxygène dans le cerveau aussi. Et quel est le rapport à l'autre? Je pense, est-ce qu'il y a une différence entre l'autre qui est dans le cadre du bénévole et l'autre qui est dans le cadre de l'entreprise? Est-ce qu'il y a des similitudes, des choses, tu peux nous en parler de ça? L'autre, non, il n'y a pas vraiment de différence parce que l'être humain, il est ce qu'il est. Après, il évolue dans un cadre. Donc, dans le cadre d'entreprise, il a une certaine posture. Dans le cadre privé, il a souvent une autre posture. Et moi, ce que j'essaye de faire en ce moment, dans toute cette aventure-là, entre Oracle qui me prend beaucoup de temps et le Rallye du Cœur qui me prend aussi beaucoup de temps, c'est d'être la même personne. Tu veux réconcilier les deux postures? Voilà, je fais plus de différence. C'est-à-dire, le Franck qui est chez Oracle, c'est le même que le Franck qui est... Et c'est le même que le Franck que j'ai dans la voiture maintenant, c'est le même que le Franck qui est en famille, Exactement, il n'y a plus de masque, quoi. Enfin, c'est un peu... Ou de fonctionnement, en tout cas. Oui, alors effectivement... Après, les choses, comme je l'ai dit sur le leadership, il est plus direct dans l'entreprise parce qu'il faut être très très efficace et il est plus doux, on va dire, dans le monde associatif. Oui. Il faut s'adapter. Mais c'est la même personne. Question de forme.
C'est une question de forme, voilà, exactement. Ouais. Mais c'est passionnant. Moi, c'est très enrichissant et ça fait grandir beaucoup de monde. Enfin, autour de moi, j'ai mon très bon ami Henri, avec qui on a lancé le projet. Tous les deux, on a vachement évolué par rapport à ça. Ouais. Et quelque part, c'était aussi une quête de la. On se cherchait. C'est pas qu'on se cherchait forcément, mais c'est-à-dire qu'on avait besoin de ce sens-là. Et comme on a une très forte amitié et qu'on a deux caractères un peu chauds, du coup, parfois ça a clashé, mais ça nous a encore renforcés. Ouais. Geoffroy aussi, Ismaël. J'ai un mal fou à garder le cap, figure-toi. Ah, c'est bien. C'est extraordinaire parce que tu essaies d'aller tout droit et la voiture zigzag. Ah oui. Tu vois, c'est un peu comme la vie, j'ai l'impression. tu as ton plan et il y a le roller coaster de l'émotion et tous les autres qui se juxtaposent à ce plan et tu gères et finalement on y arrive. Hein. Voilà, on roule à peu près droit quand même au final. Ouais. Après, c'est ce qui est sympa quand tu as un but. Là, par exemple, j'avais fixé un objectif à 300 000 euros. L'année dernière, on avait fait 237 000 euros. Et j'avais dit à l'équipe que ce serait bien qu'on soit à 300. Ça serait quand même incroyable qu'on soit à 300 000 euros. Parce qu'on n'aura pas l'effet post-Covid qu'on avait eu l'année dernière. Du coup, ce sera plus compliqué. Il y aura des événements en parallèle, donc qui vont un peu nous prendre des parts de marché, on va dire. Bien sûr. Et du coup, on a eu beaucoup cette année de virages, quoi. C'est-à-dire, on avait un objectif à 300 000 euros, et au fur et à mesure, on a pris des claques, on a eu des refus de partenaires qui étaient là l'année dernière, qui n'étaient pas là cette année. On n'avait pas compris, mais bon, on est allé les voir. Par exemple, Mercedes, Chopard, qui l'année dernière avait fait un super partenariat, cette année, ils ne pouvaient pas. Ouais. Et on n'a pas compris, mais on a pris le temps d'aller les voir, et le patron de Mercedes nous a expliqué. Je suis vraiment fan de l'événement, mais par contre, cette année, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai un truc le même week-end, mais par contre, l'année prochaine, vous comptez sur nous. Ouais. Donc voilà, on sait qu'on. Même si c'était un virage à droite, un peu turbulent, on sait qu'au final, ils seront là l'année prochaine. Donc il y a forcément des déceptions sur la route de ce que tu veux atteindre. Mais au final, c'est enrichissant. Bien sûr. Par exemple, cette année, on a agrandi le nombre de voitures sur le plateau. L'année dernière, on avait 150, cette année, on a 220, parce que la propriété est plus grande. Mais par contre, c'est posé un problème assez rapidement, c'est qu'il n'y avait pas assez de familles pour les faire monter dans les... et pas assez d'enfants malades. Alors quand tu dis ça, c'est déjà un succès. Voilà, c'est déjà un succès. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire que c'est un problème. Oui, ah non, mais il faut le gérer quand même. Mais du coup, il faut te réinventer. Du coup, on a appelé, on a visité l'hôpital HFME, qui est l'hôpital de mes enfants à Lyon. Et Hugues Desombres, qui est un de mes oncles par alliance, m'a fait visiter, et qui est le patron de HFME, m'a fait visiter l'endroit. Donc on est allé avec Henri, Gersan, Marie-Ange, ma femme. On est allé visiter le truc. Et il nous a expliqué tout le fonctionnement de cet hôpital qui est absolument énorme. Et au final, on a dit pourquoi est-ce qu'on n'inviterait pas aussi des familles dont les enfants sont en traitement HFME, pas forcément atteints de cancer, mais qui seraient contents de monter dans une voiture. Et qui on pourrait Donc faire on du a bien. dû se réinventer un petit peu là-dessus. Il a fallu effectivement expliquer aux autres équipages qu'ils auraient un enfant dans leur voiture qui ne sera pas forcément atteint de cancer, mais qui peut avoir d'autres problèmes, mais que la cause était toujours à destination On est toujours dans la même de la idée, bien recherche du sûr. cancer pédiatrique. Donc là, c'était pareil, c'était un truc qu'il a fallu qu'on gère, qui n'était pas forcément dans la ligne droite de l'objectif qu'on s'était fixé. Mais vous avez pris un petit virage. Donc 237 l'année dernière, plus de 400 000, ce qui est juste un chiffre incroyable. Bon, de l'extérieur, je peux le dire facilement, c'est un succès. Ce succès, justement, ce mot, le succès, comment tu l'assumes? Comment ça s'assume? Comment ça se gère? C'est peut-être un souci de riche, mais c'est un sujet aussi. Oui, c'est un sujet. D'abord, c'est très satisfaisant, ça, c'est la première chose. On a reçu des dizaines et des centaines. On a une belle Corvette qui nous croise. Ah oui, formidable. Super. Génial. Donc on a reçu beaucoup de super mots, de remerciements après le dimanche. Mais on a aussi touché un sentiment de jalousie chez certaines personnes. Alors ça
ça j'en Explique-moi, reparlais. ouais. C'est très intéressant, ça fait partie des sentiments qu'on découvre et qui sont dévastateurs. C'est-à-dire que la jalousie fait partie de certaines personnes et quoi que tu fasses, Oui. Elle est sera là. toujours présente. Alors pardon, la jalousie de gens à l'égard de votre succès? Oui, il y a la guerre de succès et surtout, des personnes disent « Ah là là, les dons qui sont Ouais. récoltés par le Rallye du Cœur, il y en a 50% qui vont dans la poche des organisateurs. » Alors, là, carrément. Ah ouais. Alors, Ça je doit être un rassure, petit peu difficile à accepter, ça. Ouais, bah, c'est très difficile, mais Ouais. quelque part, j'en ai fait mon deuil. C'est-à-dire que, alors d'abord c'est faux parce qu'on est bénévole, on touche, Oui, zéro, oui. on touche zéro. Oui, que 30%, Voilà. oui. C'est une blague. Ouais, non, on touche absolument rien. Bah oui, Ce qu'on touche, c'est le sourire des enfants. Et Ouais. ça vaut beaucoup plus que Bah oui. l'argent. ça tu le gardes. Donc ça, on le garde. Ensuite, bah voilà, on a réfléchi, est-ce qu'on fait un communiqué de presse, est-ce qu'on fait une explication de comment ça fonctionne. Et en fait, j'ai dit à Florian qui me posait la question, on réfléchissait tous les deux, je lui dis ça ne sert à rien en fait. Parce que, alors on va le faire, c'est sûr, mais par contre ça ne changera rien Ouais. au sentiment de jalousie des personnes. C'est-à-dire que même si tu fais un truc pour expliquer, Ouais. et ben la personne en question Va va continuer. toujours t'expliquer Ouais, que ouais, ouais. non, mais ils font ça, mais en fait ils utilisent telle ressource. Donc tu fais le deuil de ça. Donc en fait, tu es obligé Tu acceptes de une faire part le deuil de ça. Tu as un de pourcentage négatif. de gens Ouais. qui seront toujours négatifs par rapport à ce que tu vas faire. Bon, bah voilà, il faut l'accepter, passer à autre chose, et au regard de ce que tu as apporté comme bonheur à côté, Ouais. bah, finalement c'est epsilon quoi. Ouais, Tu ouais, vois, ouais, ouais, ouais. donc tu fais fi de ce genre de remarques et tu passes à autre chose et tu continues. Et voilà, là on est déjà sur la réflexion pour l'année prochaine, d'un autre lieu, d'un autre concept aussi. Donc on a plein d'idées et on a beaucoup de gens qui nous suivent derrière. Ouais, ouais, ouais. Maintenant ça commence à être énorme, c'est que la deuxième année. Et on a beaucoup de soutien, de partenaires, de personnes qui veulent nous aider pour l'année prochaine. Voilà, le groupe Platard par exemple, juste un petit exemple, qui est la CCI du Beaujolais. Le jour J, on avait des chemins qu'il fallait rénover. Ils nous ont livré gratuitement 30 tonnes de gravier. Non, mais et le mec, on l'a appelé, une heure après, j'avais 3 semi-remorques qui étaient là avec 30 tonnes de gravier. Bah, tu vois, Ouais. les gens sont. Quand il y a une cause qui est belle derrière et qu'ils ont confiance aussi dans les personnes qui organisent, alors Bien ça, sûr. c'est aussi une grosse partie du travail. C'est-à-dire qu'il faut apporter la confiance dans la relation avec les partenaires et les équipages. Une fois que tu as ça, et que la cause est belle derrière et que tu es complètement droit dans tes bottes en disant moi je suis bénévole, de toute façon, Ouais, je fais ouais. ça pour eux, après tu peux déplacer des montagnes. Hein. Ouais, ouais. Voilà. Et voilà, et ces petits trucs de jalousie, bah, c'est 1% du truc et puis tu passes. Et donc plus il y a de succès, plus ça te donne de l'énergie, c'est une source d'énergie aussi. Ouais, ah bah, c'est sûr. Tu as envie de faire plus l'année prochaine. Alors évidemment, le jour J, tu dis, le dimanche soir, tu arrives après 6 mois d'efforts, une journée Oui. incroyablement Bon, là, émotionnelle. là, tu vas au lit, vidé, là. quoi. Tu vas au lit, tu dis, ouais, c'est bon, Ouais. l'année prochaine, on fait autre chose. Quoi. Et puis, tu reçois 100 messages hyper positifs le lendemain. Ouais. Et là, avec des photos de gamins qui ont un sourire comme ça le jour J, Ouais. que tu n'as pas forcément vu, parce que toi, tu es Bah oui. dans le guidon, tu T'es à fond. as 3000 personnes à gérer et tout ça. Avec toute l'équipe, c'est vraiment très, très dur. Et du coup, ça te remet du boost, quoi, tu vois. Ouais. Et puis tu te dis, bah, l'année prochaine, on va encore faire mieux, quoi. Ouais. Donc, comment on fait pour atteindre les 500 000 € l'année prochaine, tu vois. On est déjà dans ce truc. Qu'est-ce qu'il nous faut, Tu crois qu'on peut se trouver prisonnier comme ça finalement d'une cause alors même qu'on est content d'y être, tu y allais volontairement bien entendu. Tu y es resté jusqu'à présent volontairement, mais est-ce qu'à un moment tu penses que ça peut t'enfermer un petit peu dans une forme d'obligation? Je ne suis pas certain qu'on puisse être enfermé. Je pense qu'il faut le faire quelques années, puis après passer le flambeau à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire ça pendant 20 ans, mais si on fait ça 4-5 ans, qu'on a levé 2 millions d'euros, Ouais. voilà, quelque part, ça aurait été une belle aventure et un beau succès. Et après, il faut se réinventer tout le temps. De toute façon, tu ne peux pas faire la même chose tous les ans. Mais c'est ça qui est passionnant. Tu ne peux pas avoir de routine dans ce genre d'activité. C'est pas possible. Sinon, quand tu as de la routine, et je parlais à, je sais plus, un ami qui me disait, moi j'ai des assos qui viennent me voir, elles raclent les fonds de tiroir, c'est horrible, tu as envie, elles te disent, si vous ne nous donnez pas, on va mourir. Non, mais moi je veux absolument pas de tout ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire?
Nous, il faut qu'on soit avec des propositions incroyables chaque année, qu'on fasse rêver les gens, et pas uniquement les enfants, aussi les parents, et qu'on se renouvelle tout le temps. Et si on n'arrive plus à se renouveler, eh ben on arrête, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et Ouais. puis on passe, voilà, il y a une autre équipe qui viendra derrière, c'est sûr. Mais là, on est, c'est que la deuxième année, Ouais, ouais. et on a encore plein de trucs à faire pour les enfants. Pour finir, ton meilleur souvenir, le rallye du cœur. Oh, il y en a tellement. C'est de terrible hein, souvenirs. comme question, mais vraiment, c'est tu vois vraiment ce qui te vient tout de suite là. Pas plus tard que dimanche, le petit Jules qui est en traitement depuis maintenant 2 ans, qui avait passé 5 semaines dans une bulle avant l'événement, et avec son médecin, ils ont fait en sorte d'être disponible le 26 juin pour qu'il puisse venir passer sa meilleure journée. Et voilà, son rêve absolu, c'était d'être dans une alpine. Donc j'avais dégoté l'alpine de la gendarmerie qui est venue ce jour J, et j'avais affecté à Jules cette voiture. Quand il est monté dans la voiture, mais le sourire qu'il avait, voilà, ça fait partie des très 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 bons souvenirs, c'est sûr. Mais des souvenirs comme ça, mais j'en ai des dizaines, c'est sûr. Génial, bravo, ça vaut des points. Voilà. Un grand merci, c'est extra parce que je sais le boulot, j'ai assisté au rallye du cœur, j'étais plus qu'impressionné par le boulot que vous avez fait, parce que je connais ce type d'événement, je sais le travail qu'il y a derrière, professionnalisme aussi, la capacité que vous avez eu à gérer les difficultés qui sont présentées à vous, qui n'étaient pas prévues, parce que 3 semaines de canicule et finalement un terrain boueux, c'était pas vraiment ce qui était envisageable. Donc super, et puis tu as partagé avec nous des éléments de leadership. Enfin, moi c'est comme ça que je les vois, je pense que les gens qui regardent la vidéo verront aussi comme ça, c'est très enrichissant, c'est très utile, parce qu'on est tous dans des situations que j'ai décrites, et voilà, c'est toujours inspirant d'entendre quelqu'un qui a réussi à outrepasser les difficultés. Donc super. Voilà, un grand merci. Je te remercie. Bon. Ouais, À bientôt, merci. Merci. Alors, je suis bien en parc, je suis bien sur le frein. Elle démarre, regarde-moi ça. nickel. Je crois que je vais la garder cette voiture. Recule. C'est mieux de reculer, Ouais. non? Tu sais que je suis sur le frein, et elle bouge quand même. Le freinage.